Oui, bonjour à tous. Donc voilà, Philippe Marty, je travaille avec Olivier, donc je travaille également sur la clinique Medipôle Garonne sur Toulouse. Et tout d'abord, je tenais à remercier à l'ensemble de l'organisation pour ce beau congrès et pour m'avoir accordé votre confiance. Donc aujourd'hui, oui, on va parler de la relation difficile, contrariée, tumultueuse entre le syndrome des loges et la réalisation de l'anesthésie loco-régionale. Donc tout d'abord, je tiens à signaler que je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation, pas de conflit d'intérêt qui soit financier ou intellectuel. Et honnêtement, j'ai essayé d'aborder cette présentation avec un regard dépassionné, avec, j'espère, le plus d'objectivité possible. Et j'ai essayé d'avoir un œil assez neutre sur la littérature. Donc en fait, la vraie question, c'est de savoir, on va tous être amenés à prendre en charge des patients à risque de syndrome de loge. Et chez ces patients-là, est-ce qu'il y aurait une place pour l'anesthésie loco-régionale? Bon, on va commencer par un petit peu de physiologie, je vous rassure, ça va être bref, c'est juste pour poser quelques bases communes pour qu'on chemine ensemble. On va parler de perfusion tissulaire au niveau musculaire, donc qui se fait sur un gradient de pression entre la pression artérielle et la pression veineuse. Et cette perfusion tissulaire se fait au sein d'un compartiment musculaire délimité par une loge inextensible. Dans ce compartiment règne de façon physiologique une pression intramusculaire, mais qui est très faible. Et en situation physiologique, la perfusion tissulaire se fait sur un gradient de pression qui dépend du gradient entre la pression artérielle et la pression veineuse. Maintenant, en situation pathologique, la pression intramusculaire peut être amenée à être augmentée de façon importante, à dépasser la pression veineuse. Et donc là, maintenant, la pression de perfusion va se faire sur un gradient entre la pression artérielle et la pression intramusculaire. Et c'est là où il peut y avoir un risque de nécrose tissulaire. Nécrose tissulaire lorsque la pression de perfusion va devenir inférieure à 30 à 40 mm de mercure, et surtout si cette situation va durer au-delà de 4, 6, 8 heures. Donc la situation pathologique, classiquement, une fracture qui va amener de l'œdème, un hématome, et puis là il y a un cercle vicieux qui va se mettre en place, c'est-à-dire que augmentation de la pression à l'intérieur du compartiment, diminution de la pression de perfusion, ischémie, œdème, et l'œdème va majorer encore cette pression, et donc il y a un cercle vicieux qui se met en place. Donc le syndrome des loges, déjà c'est important de dire que la suspicion elle est clinique. Ce n'est pas la biologie, ce n'est pas les enzymes musculaires qu'on va suivre, ce n'est pas des examens d'imagerie. Donc la clinique, ça a une vraie place pour nous, pour suivre un patient à risque de syndrome de loge. Et donc, cliniquement, qu'est-ce qu'on a? Déjà, il y a un contexte. Et le contexte, c'est important de l'avoir en tête, parce que ce n'est pas n'importe qui a risque de développer un syndrome des loges. Donc classiquement, il y a deux situations. Donc vous l'avez compris, on parle de pression à l'intérieur d'un compartiment inextensible. Soit on a une augmentation du volume de ce compartiment, donc du contenu. Donc ça, c'est la situation, on va dire, la plus fréquente lorsqu'on a par exemple une fracture. Alors classiquement, c'est surtout fracture au niveau du tibia, radius. Ça peut être également un traumatisme isolé au niveau des tissus mous, un Crunch syndrome, une brûlure. Toutes ces situations-là vont augmenter le volume du contenu et donc vont majorer la pression dans ce secteur inextensible. Ça peut également être une diminution du volume du contenant. Donc là, attention, dans les cas où il y a un plâtre circulaire, un pansement compressif qui est laissé longtemps. Donc ça aussi, c'est des situations à risque de syndrome de loge. Donc premièrement, il y a un contexte. Et effectivement, dès qu'un patient rentre dans ce contexte-là, ça doit allumer une petite alarme en nous. Ensuite, autre élément important, une douleur qui est assez, on va dire, caractéristique. C'est un patient qui, en post-opératoire, va avoir une trajectoire douloureuse anormale, avec à J1, à J2, tout d'un coup une douleur qui devient plus importante, très difficile à prendre en charge, qui va résister au traitement antalgique habituel. Une douleur aussi qui est augmentée de façon importante à l'extension passive. Donc ça aussi, ça doit être des signes d'alerte pour nous. Examen clinique qui est important et qui est facile en fait, des loges musculaires tendues et très douloureuses.
Et puis l'examen neurologique. Alors on va dire que c'est peut-être l'examen le moins important parce que là on arrive un peu trop tard. Hein, parce que effectivement, si on s'aperçoit qu'il y a un syndrome des loges à un moment où le patient va présenter un déficit sensitif ou moteur, c'est qu'on arrive peut-être un petit peu après la bataille. Donc c'est peut-être pas le paramètre le plus important. Donc voilà, donc le diagnostic, enfin la première étape dans la prise en charge d'un patient de syndrome des loges, c'est cette suspicion clinique. Et c'est vrai que l'ALR, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que l'ALR a une place discutée dans la prise en charge de ces patients? Parce que l'ALR, objectivement, c'est vrai que ça pourrait masquer certains de ces symptômes. Parce que finalement, la douleur avec l'ALR, est-ce que c'est un paramètre qui va être facile à suivre? Pas évident à dire. L'examen neurologique, là aussi, l'ALR va perturber l'examen neurologique. Donc finalement, peut-être que le diagnostic précoce clinique syndrome de Loge va être perturbé par la réalisation de l'incisie loco-régionale. Et donc, j'ai essayé de me poser quelques questions et puis après de regarder un petit peu dans la littérature ce qu'il en était. Donc premièrement, la première question, et ça c'est la base, est-ce que l'ALR va masquer la douleur du syndrome de Loge? Ensuite, autre question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que l'ALR, plus qu'une autre stratégie analgésique, va être moins performante pour le diagnostic précoce du syndrome de Loge? Ensuite, est-ce que l'ALR va masquer le déficit moteur? Et enfin, et c'est ça le plus important, est-ce que l'ALR va retarder la prise en charge du patient avec un syndrome de Loge? Bon, alors qu'en est-il est-ce que vraiment l'ALR, ça va masquer la douleur du syndrome de Loge? Eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile de répondre à cette question. Pas facile, du moins, au regard de la littérature qu'on a. Parce qu'il n'y a pas de preuves vraiment solides dans la littérature. Il y a de nombreux case reports, et là c'est assez marrant parce qu'on voit vraiment qu'il y a des case reports chirurgicaux, des case reports chirurgicaux qui vont à peu près tous dans le même sens, c'est-à-dire que l'ALR va masquer le diagnostic précoce du syndrome de Loge. Et il y a aussi une littérature d'anesthésie, là aussi, globalement qui va toujours un petit peu dans le même sens, où on retrouve un patient qui a une ALR, une analgésie efficace avec l'ALR, et finalement la douleur ischémique va apparaître malgré cette ALR. Et donc là, il y a pas mal de case reports là aussi qu'on retrouve dans la littérature. Donc c'est vrai que nous, on est un petit peu perdu là-dedans. On est un petit peu perdu parce qu'il y a beaucoup de case reports qui parlent dans des situations différentes. Et puis surtout, il y a beaucoup de case reports qui sont... les histoires, ça ne colle pas. On a par exemple un patient avec une fracture fémur-tibia. Il y a un bloc fémoral qui est mis en place et on va nous expliquer qu'il y a un syndrome des loges au niveau de la jambe parce qu'il a eu le bloc fémoral. Donc il y a beaucoup de grosses erreurs aussi qui sont rapportées. Et puis ce qu'on se méfie aussi avec la littérature basée sur les case reports, c'est qu'il y a les histoires qu'on raconte et puis il y a les histoires qu'on ne va pas raconter. Et des fois, c'est les histoires qu'on ne raconte pas qui sont les plus intéressantes. Parce que les gens, ils n'ont pas envie de raconter, ils ne sont pas trop fiers de ce qui s'est passé. On a plutôt envie d'étouffer les affaires. Et donc faire de l'evidence-based medicine basée sur du case report, c'est quand même pas facile. Alors, il y a quelques vues de la littérature, mais là aussi avec un niveau assez faible, hein, mais qui sont plutôt en faveur de l'ALR, à dire que l'ALR ne masquerait pas le syndrome de Loge. Et un des rationnels qui est souvent avancé, c'est que l'ALR finalement serait peu efficace contre la douleur ischémique. Je mets ça avec du conditionnel, parce que quand même on va prendre ça avec un peu de recul. Et une des hypothèses avancées, notamment après les travaux de Wall, qui ont été publiés dans RAPM, là, il n'y a pas si longtemps que ça, qui avance que la douleur ischémique serait au moins en partie médiée par des fibres sympathiques périvasculaires, ce qui explique que nos blocs nerveux périphériques classiques qu'on réalise, finalement, ne seraient pas optimaux pour gérer cette douleur ischémique et ne masqueraient pas, en tout cas, la douleur ischémique. Donc finalement, si on résume, est-ce que l'ALR masque la douleur du syndrome de Loge? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas, moi je n'ai pas d'avis personnel, mais au regard de la littérature, en tout cas, ça ne me paraît pas vraiment clair. Et après, deuxième question intéressante, est-ce que l'ALR fait moins bien que les autres stratégies d'analgésie? Parce qu'en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre en place une technique d'analgésie, vu qu'on va prendre en charge la douleur, on va peut-être en partie masquer cette douleur du syndrome de Loge. Et là aussi, pas d'étude randomisée, contrôlée, qui a comparé
de façon prospective différentes stratégies d'analgésie. Donc difficile de répondre selon la littérature. Mais c'est vrai que ce qu'on a en tête et ce qui se cache derrière ça, c'est que finalement, est-ce que c'est facile d'aller évaluer cliniquement un patient somnolent, confus, qui a reçu des milligrammes et des milligrammes d'opioïdes, de la kétamine? C'est vrai que l'évaluation clinique, elle peut être biaisée aussi. Donc là aussi, en tout cas, au regard de la littérature, pas de preuves scientifiques solides. Dire que la LR va masquer le déficit moteur, c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que maintenant, quand même, on sait qu'on peut utiliser des doses faibles d'anesthésiques locaux, on peut diminuer les volumes, diminuer les concentrations, et donc finalement, on peut vraiment faire des blocs dissociés, et on peut faire des anesthésies locaux régionales sans bloc moteur associé. Et enfin, est-ce que l'ALR retarde vraiment la prise en charge du syndrome de Loge? Au regard de la littérature, je dirais que plutôt non. En fait, ce serait plutôt en faveur de l'anesthésie loco-régionale. C'est-à-dire qu'un des éléments qui doit vous faire déclencher cette suspicion de syndrome de Loge, c'est un patient qui était bien calmé avec l'ALR, qui d'un coup deviendrait douloureux. Et je vais vous montrer un petit peu un case report qui a attiré mon attention, je trouve intéressant. Ça reste un case report, hein. On ne va pas faire de la médecine et on ne va pas tirer de grandes conclusions sur un case report. Mais en tout cas, vous allez voir que la prise en charge est intéressante. On a un patient jeune qui a présenté une fracture de l'extrémité distale du fémur et de la diaphyse tibiale, qui va être pris en charge dans ce centre et qui va être très bien pris en charge. C'est-à-dire qu'il arrive, on va lui mettre un cathéter fémoral, un cathéter sciatique, bolus, débit continu. Il va au bloc 1h30 après. Le bloc se passe bien. En post-opératoire, on continue son débit continu. À J0, il n'est pas du tout douloureux, tout va bien. À J1, il va se passer beaucoup de choses. On va s'y attarder un peu, j'espère que vous voyez bien. À 6h du matin, ils vont décider d'arrêter le débit continu pour pouvoir évaluer ce patient cliniquement. Ils vont utiliser donc un anesthésique local faiblement concentré. Il n'y a pas eu d'adjuvant associé. Et puis dans la matinée, lors de la visite, ils vont pouvoir évaluer cliniquement ce patient. À l'évaluation, on a un patient qui ne présente pas de signes cliniques en faveur de syndrome de Loge. Donc à la visite, la situation est plutôt rassurante. Le patient va redevenir un petit peu douloureux, donc ils vont refaire un bolus et remettre en place le débit continu. Donc le débit continu est mis en place, et malgré ce débit continu, le patient au début donc est soulagé. Dans l'après-midi, il va redevenir douloureux. Ils refont un bolus, le patient reste douloureux. Là, il est évalué cliniquement, il y a une suspicion de syndrome des Loges. Ils vont rapidement mesurer la pression, parce que pour l'instant on en a parlé, mais on n'en a pas encore parlé. Mais c'est vraiment la partie importante, c'est-à-dire que dès qu'il y a une suspicion clinique, il faut mesurer ces pressions. Et donc, il va aller au bloc, être pris en charge, et l'histoire se terminera bien. Donc, il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur ce case report. Et alors, heureusement pour moi, pour éviter de faire que de la médecine basée sur les case reports, il y a eu des recommandations qui ont été émises récemment en collaboration ESRA-ASRA, mais également par l'Association des anesthésistes de Grande-Bretagne et d'Irlande. Et on va s'attarder un petit peu déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que ces recommandations vont dans le même sens. Donc c'est plus facile à analyser pour nous. Et ce qu'on pourrait retenir, c'est que premièrement, la prise en charge de ces patients-là doit se faire en collaboration entre anesthésistes et chirurgiens. Vraiment, il faut réussir à se mettre autour de la table, réussir à avoir un débat dépassionné et essayer de mettre en place des protocoles d'établissement auxquels tout le monde adhère. Et même pour le paramédical, c'est important de voir cette collaboration et c'est important de voir que tout le monde va dans le même sens. Très important de bien identifier, surveiller les patients à risque. Cette surveillance qui peut se faire par les cliniciens, mais là aussi, on retrouve dans les recommandations probablement l'aide de l'équipe douleur, si ça existe dans les établissements, de bien les associer
au protocole de prise en charge, et ça peut être une aide dans la surveillance de ces patients. Au moindre doute clinique, mesurer la pression compartimentale. Et donc maintenant, quid de l'ALR? Quid de l'ALR? Là, on arrive dans le dur. Eh bien, sur les recommandations, l'ALR est tout à fait possible chez ces patients, que ce soit en single shot ou en cathéter. Donc c'est vrai que ça, c'est pas facile, hein. Il faut quand même discuter avec les chirurgiens pour arriver à cette conclusion-là, arriver à les faire accepter cette ALR. Dans certains centres, ce sera facile, d'autres non. L'ALR, le plus possible, devra être sur une idée de courte durée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut essayer de diminuer les concentrations et la dose. Voilà, on ne va pas faire de l'aropie 7,5, on va plutôt partir sur de l'aropie 0,1, 0,2. Essayer d'éviter les adjuvants. L'idée, c'est de pouvoir avoir une ALR qu'on puisse stopper pour évaluer le patient cliniquement si on en a besoin. Et puis, essayer d'éviter les blocs trop profonds et privilégier les blocs dissociés. Et donc là aussi, l'idée, hein, c'est de diminuer les doses et la concentration. Et donc, dans ces conditions-là, l'ALR est tout à fait possible selon les recommandations. Le niveau de preuve reste bien sûr faible. Comme je l'ai dit, sur la littérature, c'est essentiellement la littérature de case report, hein, donc c'est de pauvre qualité, mais par contre, il y a un accord fort pour dire que l'anesthésie loco-régionale a toute sa place dans la prise en charge des patients atteints ou à risque de développer un syndrome de Loge. Je vous remercie pour votre attention.